Le président Alassane Ouattara de retour à Abidjan après un séjour de 72 heures en France. Il a été accueilli hier soir à sa descente d'avion par le Premier ministre, des membres du gouvernement et la hiérarchie militaire. Dans l'univers des tailleurs de mortiers et cet aboquet, ce sont plus de 1500 mortiers fabriqués par mois qui sont mis en vente dans tout le pays. Jeu de la francophonie, des stands ivoiriens ouverts à Nice offrent une opportunité d'affaires aux investisseurs et vous allez le voir tout à l'heure. Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Le président Alassane Ouattara de retour à Abidjan après un séjour de 72 heures en France. Il a été accueilli hier soir à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement ainsi que la hiérarchie militaire. Faisant le point de sa mission, le chef de l'État a indiqué qu'elle lui aura permis de participer avec une forte délégation à la cérémonie d'ouverture de la 7e édition des Jeux de la francophonie à Nice. Le président de la République a révélé avoir eu en marge de cet événement plusieurs rencontres, notamment avec le président français, le secrétaire général de la francophonie et le président du Liban. Nous vous proposons maintenant d'écouter le chef de l'État à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Je reviens de Nice où, avec une forte délégation, nous avons participé à la cérémonie de lancement des Jeux de la francophonie, la 7e édition. Comme vous le savez, notre pays était fortement représenté. Nous avons d'ailleurs laissé 3 ministres là-bas, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Lobognon, le ministre donc Maurice Bandama, chargé de la culture, et le ministre Ala Kouadio, chargé du développement durable. La délégation comprend également le gouverneur du district, ainsi que plusieurs maires des communes d'Abidjan. Ce fut une très très belle cérémonie. Nous avons de nombreux athlètes qui étaient présents, donc plus d'une centaine, et bien sûr des représentants de différents ministères, de différents secteurs, le port, le conseil café cacao, le tourisme. Et donc Nice est devenu un village francophone, mais également un village africain et un village ivoirien. En marge de cet événement, nous avons eu plusieurs rencontres. Avec le président de la République française, nous avons fait un tour d'horizon sur l'activité politique, économique, sociale en Côte d'Ivoire. Nous sommes félicités de l'évolution positive et des progrès remarquables qui ont été constatés selon ses propres termes. J'ai beaucoup insisté sur la question du traitement de la dette à nouveau, la dette extérieure, la dette de la Côte d'Ivoire à l'endroit de la France est la plus importante. Il y a eu un effort déjà très important, j'ai demandé un effort additionnel, notamment ce que nous appelons en finance les questions d'annulation sèche, c'est-à-dire d'abandon pur et simple. Nous avons beaucoup parlé de la place de l'investissement privé français en Côte d'Ivoire. J'ai encouragé les autorités à indiquer aux entreprises françaises que l'environnement a changé dans nos pays et que les critères de bonne gouvernance d'une nouvelle génération de gestionnaires doivent amener les entreprises donc des pays occidentaux à s'adapter au nouveau contexte dans nos pays. Avec le secrétaire général de la francophonie, je l'ai remercié d'avoir bien voulu accepter que la Côte d'Ivoire puisse abriter la 8e édition des Jeux de la francophonie en 2017. Donc c'est un très grand honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire et j'imagine que nous serons donc préparés pour ce grand événement important pour notre pays en 2017. Avec le président du Liban, nous sommes convenus de tout faire pour que la visite officielle à laquelle il m'a convié puisse se dérouler en avril-mai 2014. Alors j'ai noté, je voudrais le dire, j'ai regardé de bout en bout la conférence de presse de Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter
Je trouve que c'était excellent. Le gouvernement fait du très bon travail, je l'ai dit. Et je crois que ça a été une occasion d'expliquer à nos compatriotes ce que nous voulons faire pour notre pays, pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et je souhaite que, bien sûr, vous puissiez, si possible, tous les 3 ou 4 mois, renouveler un tel exercice. Voilà. Merci beaucoup. Mes félicitations, Monsieur le Premier ministre. Et bienvenue, les ministres qui vous ont soutenu dans cet important exercice. La Côte d'Ivoire qui va donc accueillir les Jeux en 2017 s'est signalée à Nice de fort belle manière grâce au groupe Magic System et au président Alassane Ouattara dont la présence a été plus que salutaire. La France, pays hôte de l'édition 2013 des Jeux de la francophonie, une compétition à la fois sportive et culturelle, a déployé les grands moyens pour une organisation haut de gamme. Le gouverneur du district d'Abidjan et des maires se sont rendus à Nice pour se faire une idée de l'organisation de cet événement. Le point avec Sébastien Oyen. Comment se faire une idée de l'organisation de la francophonie? Comment s'y prendre pour donner une belle image de la ville qui abritera les prochains Jeux de la francophonie? Ce sont là quelques motivations qui ont conduit le gouverneur du district d'Abidjan et une forte délégation des maires de Côte d'Ivoire à Nice. La volonté du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020 est en marche. Vous allez constater vous-même dans ce stand, l'architecture qui compose les éléments du stand se fonde sur l'essentiel de ce que la Côte d'Ivoire peut présenter en matière d'agriculture, en matière de transport maritime, en matière de tourisme et en matière de projets dynamiques. Et nous avons dans ce stand un résumé de tout ce que la Côte d'Ivoire peut offrir de bien au monde entier. Désignée pour les 8e Jeux de la francophonie en 2017, la Côte d'Ivoire doit se donner les moyens afin de relever ce défi. On a reçu le maire de Nice-Abidjan, le ministre Christian Estrosi, député à l'Assemblée nationale, et nous avons avec lui assis les bases de notre coopération. Et dans cette base de coopération, il y a des éléments concrets, des éléments spécifiques qui concerne l'organisation des futurs Jeux à Abidjan. Notre présence ici nous permet de bien voir les détails parce que le diable se cache toujours dans les détails. Le gouverneur et les maires qui ont effectué le déplacement ont compris que la réussite de cette mission nécessite l'implication de tous. Dans 4 ans, la Côte d'Ivoire aura la lourde responsabilité d'organiser les 8e Jeux de la francophonie. Ces Jeux concernent tous les domaines d'activité. Les stands ivoiriens ouverts à Nice offrent une opportunité d'affaires aux investisseurs. Sébastien Oyen, une fois encore, sollicité. Au-delà de son aspect sport et culture, les 8e Jeux de la francophonie offriront une opportunité d'investissement en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, à travers ces stands à la place Mécénat de Nice, à l'occasion des 7e Jeux de la francophonie, le port autonome d'Abidjan, le CPC, le Conseil Café Cacao, le ministère du Tourisme ont ouvert les portes de la Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires. Nous sommes société d'État, nous avons un devoir sociétal et nous assumerons pleinement à Abidjan comme nous le faisons déjà ici. Je suis avec les gens du Café Cacao. Café Cacao, ils ont besoin de nous parce qu'ils passent par le port. CPC, ils cherchent des investisseurs qui viendront, qui passeront par le port. Le tourisme, ils cherchent des gens aussi qui passeront par le port. C'est en synergie que nous agissons pour donner la meilleure image de la Côte d'Ivoire. Les participants au 7e Jeu de la francophonie ont déjà une idée de ce qui se prépare en 2017 en Côte d'Ivoire. Alors là, je vous propose des petits feuilletés de pigeons d'Assigny. Voilà, ce sont des petits pigeons verts qui, en fait, on trouve à certaines saisons de l'année. Voilà, donc c'est ce que je propose aujourd'hui. Oui, c'est absolument délicieux. Les petits beignets de manioc sont absolument délicieux. Et vous, qu'est-ce que vous avez pris? Manioc également et les chips aux bananes, aux plantains. Et c'est vraiment très très bon. Alors je découvre le pays à travers sa gastronomie. Bravo. Et puis Muriel Aouré à Abidjan ce lundi, double médaille d'argent 100 et 200 mètres aux récents mondiaux d'athlétisme de Moscou en Russie. Mireille Aouré arrive à Abidjan cet après-midi au cours de son séjour abidjanais. La sprinteuse présentera ses médailles aux autorités ivoiriennes ainsi qu'à l'ensemble du monde sportif ivoirien.
Elle sera accueillie avec tous les honneurs dus à son rang à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le syndicat libre des enseignants du secondaire général a organisé une conférence sur la gestion des COGES. Au cours de cette rencontre, les questions de la formation par compétences et de la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication ont été abordées. Le point avec Serge Gongomé et Edouard Lazer. Il y a problème au sein des comités de gestion des établissements scolaires, COGES. La gestion de cette structure est abandonnée aux mains des parents d'élèves par les enseignants. Les tâches qui leur sont confiées ne sont pas assurées convenablement. Le conférencier déplore la mauvaise gestion de cet appareil de promotion de l'école ivoirienne. Le premier réflexe d'un président du bureau COGES, c'est les cotisations exceptionnelles. Et je pense que ce sont des choses qui ont orienté plus le fonctionnement des COGES vers les levées de cotisation que d'aller dans les réelles attributions, notamment l'entretien, l'encadrement des enfants, le cadre de travail. Le COGES, ce n'est pas uniquement les parents d'élèves. Et là, nous avons attiré l'attention des enseignants à travers leur syndicat que leur rôle est important. Ils assument les fonctions du secrétariat de COGES et les fonctions aussi de commissaire aux comptes. C'est essentiel dans une organisation. Au cours de la rencontre, d'autres sujets ont été abordés. Il s'agit entre autres de la formation dénommée approche par compétences et de la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication dans les établissements scolaires. Le programme présidentiel d'urgence vient de doter le village de Langui Kwadjokro d'une école primaire de 3 classes. La cérémonie d'inauguration de cette école a été présidée par Jeanne Pemont, conseillère du président de la République chargée des affaires sociales et du genre. Charles Tatou pour plus de détails. Ce bâtiment de 3 classes est une réalisation du programme présidentiel d'urgence PPU. Il vient réduire les difficultés des parents d'élèves et des écoliers de Langui Kwadjokro. Pour prendre des cours, les enfants de ce village étaient obligés de se rendre à Didjevi, parcourant 6 km par jour. Venu remettre officiellement les clés de la première école primaire de Langui Kwadjokro, Jean Pemont, conseiller du président de la République chargé des affaires sociales et du genre, a été accueilli dans une liesse populaire. L'ambassadeur Kona Nguessan Marcel a exprimé la reconnaissance de la population de Langui Kwadjokro au chef de l'État Alassane Ouattara pour cet édifice scolaire qui, selon lui, contribuera à accroître le niveau de scolarisation des enfants de leur village. Jeanne Pemont a rassuré les populations quant aux actions du chef de l'État Alassane Ouattara visant à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et comme annoncé dans les titres, à Boaké, plus de 40 personnes fabriquent des mortiers. C'est plus de 1500 mortiers fabriqués par mois qui sont mis en vente dans tout le pays. Rendons-nous dans l'univers de cet tailleur de mortiers avec Kwadjo Kwame. Le mortier, matériel permettant de transformer des aliments en pâte ou en poudre grâce à l'action d'un pilon, est fabriqué en bois. La fabrication de ces ustensiles indispensables à la cuisine africaine était la chasse gardée d'une communauté en Côte d'Ivoire. Selon les habitudes alimentaires et la qualité des aliments, chaque foyer dispose de plusieurs mortiers. Depuis les années 70, les Ivoiriens s'intéressent à ce métier physique qu'est la fabrication de mortiers. En la matière, Boaké constitue la capitale des meilleurs fabricants, et cela à cause de la qualité du bois. Les bois de là-bas n'ont pas la même qualité que les bois du centre. Donc les clients préfèrent les bois du centre, les mortiers du centre. En basse-côte là, toujours il y a la pluie là-bas. Ce qui fait que les bois de là-bas n'est pas bon. L'acajou et l'iroko sont les meilleures essences pour la fabrication du mortier. Les bois coupés dans les forêts sont mis en morceaux, transformés en celluleux pour leur donner forme. Un artisan dispose d'1 ou de 2 heures de temps, selon son habileté, pour faire du morceau de bois un mortier. Un tailleur de bois peut donner forme à 5 mortiers maximum par jour. Ici, rien ne se fait à la machine. Ce sont au moins 40 artisans qui chaque jour travaillent le bois
sur ce site. Plus de 1500 mortiers sont fabriqués par mois et vendus à travers le pays. Après l'étape de la mise en forme, les mortiers sont acheminés chez les vendeurs au marché. Eux aussi ajoutent leur touche avant la commercialisation. Les mortiers sont frottés avec de la potasse et ensuite maquillés à l'huile rouge. Tout ce travail pour prolonger la durée de vie de la marchandise. Les pilons et les mortiers ne sont pas taillés dans les mêmes bois. Un mortier peut durer 10 ans. Ce qu'il peut dire aux femmes, une fois qu'ils finissent de travailler, utiliser le mortier, il ne faudra pas qu'ils laissent ça au soleil, quoi. De nombreux jeunes déscolarisés et des femmes s'adonnent à ce commerce. Cependant, ce secteur pourvoyeur d'emploi est toujours dans l'informel et confronté à de nombreuses difficultés pour son essor. Une page santé, la kinésithérapie est l'emploi des mouvements et du massage pour guérir le corps, bien qu'utilisé dans le traitement de nombreuses maladies, notamment gynécologiques, cardiaques et respiratoires, ou après une brûlure. Cette science est très peu connue des populations. Le constat de Victorine Yaoyobwe. Il y a 3 mois, cette patiente a commencé à ressentir des douleurs au cou. Ce mal, qu'elle croyait passager, l'a finalement conduite chez un kinésithérapeute. J'ai eu mal à la tête au cou au réveil et j'ai pris des médicaments. Au début, je pensais qu'au réveil, ça allait passer, mais ça n'est pas passé. On m'a conseillé de voir un kiné. Je suis venue, ils ont commencé le massage. Ils m'ont demandé 20 séances. Je suis à la 10e, ça va beaucoup mieux. Le spécialiste explique la cause de ce mal. C'est dû en fait à une mauvaise position au travail, à l'ordinateur, qui fait que ça a créé des tensions au niveau cervical. De telle sorte qu'à un moment donné, elle s'est réveillée un matin en pleine crise, donc une douleur cervicale et qui irradie un petit peu le bras. La position au travail devant un écran d'ordinateur et les accidents sont autant de raisons qui nécessitent un traitement du kinésithérapeute. Comme cette patiente au départ, ils sont nombreux à minimiser le mal. Le corps nous parle. Il nous donne souvent des informations. Et surtout, l'information douloureuse est toujours une information qu'il faut prendre au sérieux. Ne pas penser que jusqu'ici tout va bien, on continue. Parce que souvent on se retrouve avec des patients ou des patientes qui arrivent à un tel stade que ça devient après compliqué de pouvoir manager un petit peu les problèmes ostéo-articulaires. Sila Aboubakar ajoute que la kinésithérapie est un excellent remède contre le stress et la fatigue générale. Un bon massage, selon le praticien, permet de détendre tout le corps et de réactiver son fonctionnement. Tous ces bienfaits de la kinésithérapie ont été présentés à la journée scientifique organisée par l'Association des kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire à l'occasion de la 6e journée mondiale de la kinésithérapie. Les différents exposés ont montré que cette science intervient dans la prise en charge de nombreuses maladies liées notamment au cœur et aux poumons. Malheureusement, la Côte d'Ivoire compte seulement 64 kinésithérapeutes pour plus de 20 millions d'habitants. Les régions du Ourodougou, de la Bagoué, du Poro et du Tchologo ont reçu la visite des équipes de l'Agence nationale de l'environnement et de Côte d'Ivoire Énergie. Ces équipes ont procédé au lancement des enquêtes publiques en vue de la réhabilitation du réseau électrique dans ces régions. Les populations sont associées à ces enquêtes. Le point avec Justine Sey-Djiké. La promesse du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de positionner la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents à l'horizon 2020 exige l'équipement de la Côte d'Ivoire en infrastructures et installations importantes et stratégiques susceptibles d'attirer les investisseurs et autres opérateurs économiques. C'est pourquoi Côte d'Ivoire Énergie a entrepris depuis quelques mois de renforcer les capacités des postes électriques existants et d'en créer éventuellement dans certaines localités faiblement servies en courant électrique. Ainsi, les régions du Ourodougou, de la Bagoué, du Poro et du Tchologo ont reçu les équipes de Côte d'Ivoire Énergie pour le lancement des travaux préparatoires, à savoir les études d'impact environnemental et social et les enquêtes publiques, et ce, en vue de recueillir les avis des populations et leurs préoccupations, de sorte à atténuer les impacts des travaux de construction des lignes haute tension et des dédommager, selon la réglementation, tous ceux dont les cultures ou les bâtis seront touchés ou détruits.
Bientôt, les villes de Koumassi, Bondoukou et autres grands pôles de développement seront aussi visitées. Les séances d'ouverture des enquêtes publiques, des études d'impact environnemental et social telles qu'exigées par le Code de l'environnement, présidées respectivement par les préfets de Séguéla, Boundiali, Korogo et Ferkessédougou, tenues du 13 au 24 août dernier, ont permis d'informer les populations sur le projet de construction du poste 225 kV Laboa, Boundiali, Ferke et les tracés des lignes de haute tension couvrant les départements de Séguéla, Boundiali, Korogo et Ferke. Par la même occasion, des commissaires enquêteurs chargés de recueillir les avis des populations concernées ont été nommés et présentés à l'Assemblée à chacune des cérémonies. Les échanges ont permis aux populations d'exprimer leurs inquiétudes en ce qui concerne les compensations dérisoires. Rassurées par les responsables de Côte d'Ivoire Énergie et de Landé, les populations ne souhaitent plus que la réalisation de ce projet le plus tôt possible. Une école, un logement, des produits phytosanitaires et de l'argent pour environ 184 millions de francs CFA. C'est le montant de la prime perçue par les cacaoculteurs membres de la société d'achat et de distribution, une entreprise coopérative pour la qualité du cacao vendu au titre de la campagne agricole passée. Cette prime a été distribuée aux coopérateurs récemment à Gbaplu, Léon Brouf. De l'argent remis à des producteurs de cacao des régions du Guémon et du Cavali dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce sont des montants compris entre 80 000 et 102 000 francs pour un cumul d'environ 184 millions de francs CFA. Le tout représente la prime pour plus de 4 millions de kilogrammes de cacao de bonne qualité vendus au titre de la campagne agricole 2012-2013. En plus de cette prime d'encouragement, la société d'achat et de distribution Sogad, une entreprise coopérative, a offert à ses paysans 20 millions de francs CFA en produits phytosanitaires pour l'entretien de leurs plantations. Une école de 3 classes et un logement pour personnel de santé ont été également offerts. Des gestes pour le bien-être social des agriculteurs et leurs familles, salués par les bénéficiaires et le sous-préfet de Gbaplu qui a saisi l'occasion pour exhorter à la scolarisation des enfants. Et puis, hors de nos frontières au Mali, après l'élection en août du président Ibrahim Boubacar Keïta, la nomination d'un premier ministre puis la formation d'un gouvernement dimanche, le Mali est désormais politiquement en ordre de marche pour engager la bataille de la réconciliation nationale. 3 jours après sa nomination, le nouveau premier ministre malien Oumar Tatamli a présenté dimanche un gouvernement de 34 membres marqué par la création d'un ministère de la réconciliation et du développement du Nord. Une semaine décisive commence ce lundi 9 septembre à Washington. Les parlementaires de retour de vacances vont se pencher sur la Syrie afin de punir le régime syrien pour l'utilisation présumée d'armes chimiques. Barack Obama demande le feu vert du Congrès, une décision qu'il a prise tout seul contre l'avis de ses conseillers et qui sera lourde de conséquences. Regardez. De John Kerry s'intensifie avant une semaine décisive. Après Laurent Fabius, le chef de la diplomatie américaine a rencontré ses homologues saoudiens et égyptiens, ainsi que des représentants de la Ligue arabe, dimanche à Paris, avant de gagner Londres. Un calendrier chargé pour convaincre un maximum de pays du mérite des frappes contre le régime syrien. Depuis près de 100 ans, le monde a banni l'usage des armes chimiques. En temps de guerre, les seules personnes à les avoir utilisées sont Adolf Hitler et Saddam Hussein, jusqu'à Bachar el-Assad. C'est notre Munich à nous, a ajouté John Kerry en français. Washington doit aussi convaincre une opinion américaine hostile à une intervention militaire en Syrie. Les responsables de l'administration Obama affirment qu'ils ont de nombreuses raisons de croire que ces images, diffusées en boucle par CNN, montrent bien des victimes de l'attaque chimique du 21 août. Des images difficiles qui visent à renforcer le sentiment d'urgence. Le Congrès américain fait sa rentrée lundi et devrait voter sur le principe d'une intervention militaire en Syrie dans les jours qui viennent. Le rapport des experts des Nations Unies sur l'usage d'armes chimiques est lui aussi attendu prochainement. Les gouvernements qui représentent 98% de la population mondiale ont banni l'usage des armes chimiques pour une bonne raison. Ces armes entraînent la mort et la destruction sans discrimination et de manière inhumaine. Elles peuvent aussi tomber dans les mains de groupes terroristes qui veulent nous faire du mal.
Pendant que les États-Unis se préparent à la guerre, le pape François, lui, appelle à la paix. Face à la foule rassemblée dimanche matin devant le Vatican, il s'est opposé à ce qu'il estime être une guerre commerciale servant à vendre des armes et a appelé les chrétiens à dire non à la violence sous toutes les formes, à la prolifération des armes et à leur commerce illégal. Ce communiqué pour continuer dans le cadre de la préparation des élections législatives courant septembre 2013 en Côte d'Ivoire. La commission électorale d'ambassade indépendante en Côte d'Ivoire invite les électeurs guinéens à se rendre au siège de leur bureau d'amicale pour le retrait des nouvelles cartes d'électeurs. Les opérations de distribution débuteront le mardi 10 septembre 2013 de 7h à 18h tous les jours jusqu'à la veille des élections. Les personnes qui ont été recensées à l'ambassade de Guinée à Abidjan sont priées de se présenter à l'ambassade située aux 2 plateaux Vallon, rue des Jardins pour le retrait de leurs cartes électorales. Et en Tunisie, plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi soir pour réclamer la chute du gouvernement 40 jours après l'assassinat de l'opposant Mohamed Brahmi le 25 juillet dernier. Des images pour en témoigner. Dans la foule des manifestants qui appelaient samedi à la démission du gouvernement, place du Bardo à Tunis, un homme brandit au-dessus de sa tête ses 2 mains peintes en rouge. J'ai coloré mes mains en rouge pour symboliser le sang que le gouvernement actuel a sur les mains. C'est un gouvernement d'assassins, un gouvernement de sang. Ce n'est pas un gouvernement légitime. Au milieu de la place, un chauffeur de taxi avec un fauteuil vide sur la tête. Ce siège est à nous. C'est nous qui décidons qui a le droit de s'y asseoir. Et les mandats sont temporaires. La journée de samedi marquait la fin du deuil de l'opposant Mohamed Brahimi, assassiné il y a 40 jours, et le début d'une nouvelle mobilisation contre le gouvernement dirigé par Enarda. Parmi les manifestants, les proches de Chokri Belaïd, l'autre opposant assassiné en février dernier. Nous sommes intimement convaincus que sous le gouvernement actuel, nous ne pourrons jamais savoir qui a tué Mohamed Brahimi et Chokri Belaïd. Pendant que le peuple tunisien crie sa colère dans la rue, les négociations s'enlisent dans les bureaux feutrés. L'opposition exige le départ du gouvernement et la nomination d'un gouvernement neutre sans attendre la fin des travaux de l'Assemblée constituante, impensable pour le parti au pouvoir. La démission immédiate du gouvernement, alors que les élections, qu'on n'a pas le nécessaire pour tenir ces élections telles que la Constitution, la loi électorale, la date, je pense que c'est une démission qui va nuire au pays. Samedi, chaque camp appelait l'autre à faire plus de concessions tout en maintenant sa position. Place du Bardo, les députés de l'opposition qui boycottent déjà les travaux de la Constituante ont annoncé une grève de la faim. D'autres faits marquants de l'actualité dans le monde, commençons par le Brésil où il y a eu des manifestations. 3 mois après la fronde sociale qui a secoué le Brésil, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues des principales villes du pays samedi. Des heurts ont éclaté avec la police, à Brasilia notamment, où des centaines de personnes se sont rassemblées devant le Parlement pour dénoncer la corruption de la classe politique. À Rio, ces manifestations ont perturbé le traditionnel défilé militaire du jour de l'indépendance auquel assistait la présidente Dilma Rousseff. Tokyo. Au petit matin, c'est l'explosion de joie à Tokyo. La capitale nippone vient d'être désignée ville organisatrice des JO de 2020 par le Comité international olympique réuni à Buenos Aires. Malgré les interrogations sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima en mars 2011, Tokyo l'a emporté devant Istanbul et Madrid. La ville avait déjà accueilli les Jeux olympiques de 1964. Ces images spectaculaires filmées par les autorités italiennes. Au beau milieu de la Méditerranée, un épais nuage de fumée s'élève d'un cargo battant pavillon tanzanien. À l'approche des vedettes de la police, les membres de l'équipage ont en fait mis le feu à leur cargaison, pas moins de 30 tonnes de hashish. Ils se sont ensuite jetés à la mer avant d'être interpellés.
Et puis ici en Côte d'Ivoire, la finale de la 3e édition de l'émission Le Clash musical a été délocalisée à Boaké. L'équipe de production avec à sa tête le président en charge des émissions de vacances de la RTI, Cissé Bakongo, a offert samedi à l'ancien stade de Boaké un beau spectacle à la population de la région de Boaké. Pour cette finale de l'édition 2013, le coupé décalé était opposé au Zouglou. Le Clash musical 2013 à Boaké a tout simplement été une très belle communion entre artistes, animateurs et population. Voilà, et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité.